et Europe, quelle culture en Europe, quelles sont les identités européennes, quelles sont les cultures européennes. Merci d'avoir répondu présent. Un petit mot enfin sur l'Europe directe, comment ça la Méditerranée. L'Europe directe, comment ça la Méditerranée est un relais officiel de la Commission européenne qui a pour ambition de tisser le lien entre les citoyens et l'Europe en organisant notamment des conférences, des débats, des dialogues citoyens, mais aussi des expositions, d'autres événements, et en communiquant quotidiennement sur l'Europe et ses politiques. Donc ce soir, nous avons la grande chance d'accueillir M. Emmanuel Modici, qui nous vient de Bretagne et qui va nous parler donc, de culture et d'Europe. Merci. Merci Claire. Merci, bonsoir à chacune et à chacun. Merci de votre présence, vous qui avez bravé le soleil d'Avignon. Je peux vous dire que j'ai trouvé plaisir à sentir la douce chaleur de ce soleil, les rayons du soleil caressant les épaules, après quelques jours particulièrement pluvieux et froids en région Bretagne. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas les mêmes chances, mais c'est ainsi. Parler de culture à Avignon, je veux dire que c'est la moindre des choses, finalement, parce que cette ville est quand même une grande capitale de la culture, c'est une grande capitale des arts, des lettres, du théâtre, de la chanson, et puis aussi des diverses cultures de rue, j'allais dire. J'ai eu le temps depuis ce matin de me promener, de rencontrer nombre d'artistes impressionnants par leur nombre, bien sûr, mais aussi par la diversité de leurs propositions. Il y a des villes comme ça qui accueillent la culture avec grand succès, grand plaisir. Je n'ai pas rencontré d'ailleurs que des artistes dans les rues d'Avignon, puisque je suis allé faire un tour dans un musée que j'ai découvert, alors un tour un peu rapide, le musée lapidaire. Et j'ai découvert j'ai croisé Jules César, dans un masque absolument parfait, que j'ai pris en photo pour le souvenir. Mais je me suis dit que cette exposition dans ce musée était le concentré de notre histoire européenne et donc de l'essence de notre culture commune européenne. On y retrouve des époques, des territoires, des lieux qui sont très différents, et on passe ainsi de la Grèce au bassin méditerranéen, vers Israël, vers la Rome antique, vers la Gaule. Toutes ces étapes montrent aussi comment notre culture a pu s'inscrire dans nos consciences, et je vais dire aussi dans notre inconscient. La culture à Avignon, c'est aussi cette salle. Il suffit de lever un peu les yeux pour se rendre compte que le patrimoine est un élément particulièrement important de notre culture française, de notre culture régionale et de notre culture européenne. Alors ce soir, je ne vais pas parler de programmes européens. Je vais aborder peut-être la question, mais les questions de programmatique, de financement, de projets à monter ont été traitées cet après-midi avec brio par Véronique Sau, qui a présenté notamment un des programmes particuliers de l'Union européenne sur la culture. Donc je vais essayer plutôt une fois que j'aurai présenté, peut-être parce qu'il faut que j'en dise tout de même un petit mot rapide, je vais plutôt tenter de donner quelques pistes de réflexion sur ce qu'est la culture européenne, ce qu'est notre culture en Europe, et pourquoi pas penser à la culture de l'Europe. Parce que il est difficile de penser un sentiment d'appartenance. Il est difficile de penser une citoyenneté européenne s'il n'y a pas, dans le même temps, une transmission de ce qu'est l'Europe en tant que culture.
Alors, on va essayer de regarder ça, et une des questions qui a été posée par Claire tout à l'heure était, existe-t-il finalement une culture commune européenne? Qu'est-ce qui fait que les Européens peuvent être ensemble? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui peut aussi nous désunir? Alors, avant d'aller sur ces questions, sans doute faut-il parler de cette implication européenne sur la culture qui finalement est assez récente. On la trouve appliquée à partir de 1977. On la trouve surtout dans le traité de Maastricht, hein, où cette question est véritablement traitée. Et puis c'est vers 2014 seulement que des programmes spécifiques, le programme culture, programme média, Media Mundus par exemple, sont regroupés dans ce dont vous avez parlé, Véronique, cet après-midi, c'est-à-dire un programme, un projet intitulé Europe créative. C'est un budget important, hein. Je vous avais dû le dire cet après-midi, hein, je crois, mais on était sur la période allant jusqu'à 2014, 2020, sur 1,46 milliard d'euros, ce qui n'est pas banal, hein. C'est une somme assez considérable, et c'est un budget qui est augmenté pour la période à venir, puisqu'il dépasse les 2 milliards d'euros. La culture, en tant que secteur économique, est un ensemble qui a été très sévèrement touché par la crise de la Covid, et il y a aussi cette volonté de soutenir cet ensemble de professionnels dans des domaines extrêmement divers et particuliers. Il convient aussi de rappeler que la culture est un secteur économique important, puisqu'il suit directement celui de l'automobile. Donc il ne faut pas mettre la culture en tant qu'activité économique sur le rebord de la route, il faut aussi en tenir compte. Et puis, on en a besoin, parce que c'est à ce moment qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'une culture ? Alors, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, et puis, si vous voulez bien, on échangera. Hein. Plutôt que de faire une conférence un peu longue, on va essayer d'avoir un peu d'interaction, et puis, à partir des éléments que je peux distiller, on pourra par la suite approfondir. Alors, qu'est-ce qu'une culture? Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est ce qui regroupe les personnes appartenant à un groupe social commun. Voilà. Les gens qui partagent des valeurs, partagent une culture, partagent des pratiques, partagent des manières de faire. Donc une culture, si on veut en donner une définition rapide, eh bien c'est toute manière d'être, de faire, de penser, d'agir et de réagir. Voilà ce qu'est une culture. Alors oui, ici je ne parle pas de la culture, qui en France est entendue comme la culture générale, ce que l'on a pu acquérir comme connaissance, de manière à se développer dans un monde social, dans une famille, dans une profession. Non, la culture, c'est véritablement ce qui va toucher un ensemble de personnes, un groupe social, je disais, un peuple, une population, des gens qui vont par la force des choses, j'allais dire par la transmission, parce que la culture est une transmission, de manière inconsciente, bien souvent, agir de la même manière. On peut donner des termes différents. Les sociologues pourront parler de socialisation des individus. Alors qu'est-ce que la socialisation? Sinon la mise en adéquation d'un homme, d'une femme, d'un enfant avec les souhaits d'une société. Une société se construit, se développe, et fait en sorte que les citoyens qui la composent, eh bien, soient, pardonnez-moi du terme, conformes à ce que cette société souhaite. Une société travaille très en amont
sur cette question. Notre pays, la France, imagine ce que sera le citoyen dans 30, 40, 50 ans. Mais il est aussi normal de s'intéresser à ce que sera le citoyen de l'Union européenne dans 30, 40, 60 ans. Lorsque Robert Schuman et Jean Monnet ont lancé le projet européen, ils avaient en tête cette idée précise que la construction européenne devait se faire pour les personnes, pour l'homme, pour l'humain, pour les hommes, pour les femmes. Progressivement, les choses vont un peu évoluer, mais rappelons-nous ce que disait Jean Monnet, en tout cas une phrase que l'on attribue à Jean Monnet, qui n'a sans doute d'ailleurs jamais prononcé. Si c'était à refaire, je commencerai par la culture. Alors cette phrase pose effectivement un certain nombre de questions. L'Europe n'a pas débuté, n'a pas commencé avec la culture, certes, mais en pensant le projet européen, il y avait derrière les dimensions économiques des éléments culturels indéniables, des éléments culturels importants. Et c'est parce qu'il y avait cette base culturelle commune, c'est parce qu'il y avait la capacité à repérer des valeurs qui font sens pour l'ensemble des Européens que les dirigeants de 6 pays ont pu se mettre d'accord. Alors, bien sur des valeurs. La première valeur qui était mise en évidence à ce moment-là, c'était la paix. Il est évident qu'il fallait sortir du deuxième conflit mondial et faire en sorte que plus jamais il n'y ait de conflit entre les pays et les peuples européens. La paix. Donc une valeur symbolique, mais qui était aussi une espérance. Et c'est autour de cette valeur première que la culture européenne a commencé à se fonder, à se forger. C'était pas la seule valeur. C'était pas la seule valeur. D'autres sont venus se joindre. Il y en a une qui est importante pour nous et que nous revendiquons, nous tous les Européens, c'est la valeur de la liberté. Cette liberté qui est importante pour nos décisions, pour nos choix, pour se construire, pour grandir. Mais la paix, la liberté ne sont pas les toutes premières valeurs fondamentales du projet européen. On y a rajouté la solidarité. Cette solidarité qui n'est pas celle de l'acceptation de ce que veulent des dirigeants, mais au contraire, une capacité à se mettre ensemble pour obtenir, pour aller à un but, pour obtenir un objectif. Les valeurs de l'Union européenne, je le disais tout à l'heure en ouverture, on les retrouve dans le musée lapidaire. Finalement, lorsque l'on parcourt les allées de cette ancienne église, j'imagine, on y voit des sculptures, on y voit des artefacts qui remontent à des périodes très anciennes, mais qui sont aussi terriblement modernes. On y retrouve une quotidienneté. Et pour cause, le monde a beaucoup changé, certes, mais pas comme ça, finalement, sur un certain nombre de critères. Les valeurs qui composent une culture sont les valeurs fondamentales. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques éléments, quelques ingrédients qui composent une culture. C'est-à-dire ce que dit l'UNESCO lorsqu'elle parle de culture, lorsque cette organisation internationale parle de culture. Elle dit que c'est un ensemble de traits distinctifs, de traits matériels. Les artefacts, c'est du matériel. De traits spirituels. La spiritualité rentre dans une culture. Et chaque artiste qui propose son spectacle va essayer de nous faire réfléchir de manière à ce que nous puissions grandir. Ce sont
des éléments intellectuels. Et là, l'Europe regorge de possibilités. Nous avons des auteurs en commun, nous avons des musiciens en commun dans le passé, et aujourd'hui également. Une culture, ce sont les arts, ce sont les lettres, qui va caractériser finalement une société, je vous disais tout à l'heure. Mais pas seulement. Une culture, c'est aussi les modes de vie, la manière dont nous nous tenons assis. Vous tenez assis, je me tiens assis. On ne se pose pas la question, mais finalement, pourquoi faisons-nous cet ensemble un peu théâtral finalement, hein, vous êtes assis, je suis devant, je pars, alors que Socrate, au contraire, vous aurait entraîné dans les rues d'Avignon et vous auriez posé des questions. C'était une autre culture, une autre manière d'être, une autre manière de faire. Une culture, ce sont aussi les lois. Et ça, c'est important parce que vous allez voir que si on se met à réfléchir un peu plus loin que l'immédiateté des propositions qui sont celles que peuvent nous faire des gouvernants ou même les institutions européennes, eh bien, nos lois, elles nous viennent de loin. Elles nous viennent de même très très loin et c'est ça qui forge notre corpus culturel. C'est donc un système de valeurs où les traditions et les croyances ont place. Tradition et croyances. Un système de valeurs. Et quelles sont les valeurs européennes qui nous permettent d'affirmer qu'il existe une culture en Europe, une culture peut-être commune européenne, une culture nationale. Après tout, c'est quand même la culture nationale qui reste première dans toutes les formes de culture qui vont être déclinées. Prenez une culture organisationnelle, une culture d'entreprise, bien, elle est basée tout d'abord sur une culture nationale. Et qu'est-ce qui va différer notre culture nationale d'une autre culture nationale? Ben, des choses finalement un peu à la marge. Le fond, il reste commun, et nous partageons ce fond commun. Alors, elles viennent d'où ces valeurs? Eh bien, elles reviennent d'assez loin de notre antiquité. Alors, je parle des valeurs de manière spécifique parce que elles ont été pensées et construites. Et il faut tout de même aussi savoir admettre que notre culture, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve des racines bien avant ces époques-là. Regardez du côté des Celtes, allons regarder du côté de notre préhistoire, les traces qui sont laissées aujourd'hui sont aussi des traces qui existent toujours et qui font que nos modes de vie, nos manières d'être, de faire, eh bien, sont celles que nous connaissons. Allez, juste un exemple. La roue. La roue, c'est rudement utile aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qu'on fait si on n'avait pas une roue? Si on n'avait pas la roue? Il n'y aurait pas de voiture, il n'y aurait pas, etc. Et toute notre société a pu se construire parce qu'à une certaine époque, eh bien, on a inventé la roue. Et je suis loin des valeurs. Les valeurs humaines, à une époque, 500 ans avant JC, et JC n'est pas Jacques Chirac. Athènes, la Grèce antique. Principalement aujourd'hui, est fondée sur une idée, celle d'une démocratie. Alors, une démocratie qui n'a rien à voir, sans doute, avec celle que nous connaissons aujourd'hui, mais qui affirme que les décisions concernant un peuple ne peuvent pas être prises par un homme seul, et que ça doit être une assemblée. De cette démocratie va dérouler un autre mot, qui est aujourd'hui dans notre culture quotidienne, et que nous utilisons les uns et les autres tous les jours. C'est le mot citoyenneté. Cette citoyenneté que les Grecs inventent et que l'Empire romain va remettre en œuvre et continuer. Une citoyenneté dont on trouve des traces écrites très largement. Pour ceux qui ont une culture biblique,
relisez Saint Paul, lorsqu'il fait état à la fois de sa citoyenneté terrestre, et de sa citoyenneté céleste. Jésus-Christ lui-même, d'ailleurs, quelque part, affirme les éléments de cette citoyenneté, de cette double citoyenneté, affirme en fait, et par la même occasion, le principe de la laïcité. À qui doit-on payer l'impôt? Il pose comme question à César ou bien au prêtre du temps? La réponse est assez simple. Celui qui organise les routes, les écoles, qui fait le travail, c'est l'État. Donc l'impôt doit être payé à César. Et c'est cette fameuse phrase que nous connaissons tous, pour rendre à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. On fait ici une séparation entre le spirituel et le temporel. Et ça marque aussi notre société d'aujourd'hui, puisque ce terme de laïcité est très largement utilisé, usité en France, et celui de cette laïcité, que les autres Européens ne comprennent pas dans le concept français. Mais de fait, la laïcité existe dans tous les pays européens. Entendu bien évidemment comme une séparation des pouvoirs spirituels et temporels de l'Église et de l'État. Tout à l'heure, si ça vous intéresse, on pourra développer un peu. Au niveau européen, ce n'est pas tout à fait ce cas, puisque dans le traité de l'Union européenne, il est inscrit que les religions sont les partenaires habituels des institutions de l'Union européenne. Donc, démocratie, citoyenneté, un troisième mot est important, c'est le mot justice. Justice, ce mot va donner notre système politique, qui est le parlementarisme. La justice étant bien sûr l'application de la loi, l'élaboration de la loi. L'élaboration de la loi, ce sont bien les parlements. Et bien, regardez notre système institutionnel. Il est partout dans l'Union européenne marqué par le parlementarisme. Tous les pays membres de l'Union européenne ont un parlement qui décide de la politique. Tous les pays de l'Union européenne, qu'ils soient monarchiques ou républiques, ont un Premier ministre qui met en application la décision politique issue de la majorité d'un vote. Sauf que peut-être en France, où nous avons un président de la République qui est aussi chef des armées et donc chef de la diplomatie, ce qui explique qu'en France, c'est le président de la République qui nous représente auprès des institutions européennes, alors que pour les autres pays, ce sont les premiers ministres, à l'image de la chancelière allemande. Bonjour madame. Ce sont des valeurs qui ont une importance, elles viennent de loin et elles fabriquent notre corpus culturel. On n'aurait pas l'idée finalement d'agir autrement que dans le cadre des lois qui sont les nôtres. Notre socialisation, le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir une capacité spirituelle, tout cela fonde une culture. C'est pas suffisant. Notre vie, notre manière de nous habiller, notre manière de manger, ce que nous mangeons, c'est aussi terriblement culturel. Il y a des pays où on mange couramment des insectes. Je ne sais pas si c'est votre quotidien. Et puis, certains de ces pays où on mange des insectes, on refuse absolument de manger des huîtres. Je peux vous dire que dans ma région, les huîtres, on adore. Les insectes, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et ça, c'est culturel aussi. Ça, c'est culturel. Si on est notre Union européenne, nous n'avons pas des manières particulièrement différentes de nous nourrir, de nous abreuver, de nous vêtir. On construit une aide sociale qui est spécifique à notre Union européenne et qui aujourd'hui nous donne la direction que l'on va pouvoir suivre. Ce
cet égard la conférence sur l'avenir de l'Europe qui nous interroge, nous tous, les citoyens de l'Union européenne. Quelle Europe voulez-vous pour demain? C'est aussi se poser la question de l'Europe puissance. Cette Europe puissance, ce qui arrive, elle vient aussi des éléments culturels qui nous fondent. Ça vient de notre passé et puis ça vient de notre présent, de ce que nous faisons, de notre capacité à comprendre les différents systèmes, qu'ils soient politiques ou économiques. Ça aussi, c'est culturel. Que peut faire sur la culture une fois que l'on a posé un peu ces éléments de base? On pas bien, oh là là, venez plus près. Vous avez compris. C'est la bonne solution. On essaie de mettre des gens de l'histoire plutôt que les gens on a changé la disposition des chaises pour vous permettre je sais pas que c'est plus sympathique si on peut avoir cette interactive pour culture européenne. Penser une politique européenne de la culture. Mais tout d'abord, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par donner ces éléments, dans la société. Le vivre ensemble. Nous ne pouvons pas vivre ensemble si nous ne partageons pas un certain nombre d'éléments. Et c'est fondamental. Elles sont au cœur de toute culture. Ne sont pas les mêmes dans toutes les civilisations, dans toutes les régions du monde. Les causes sont spécifiques. C'est fondamental. Je ne dis pas. L'ensemble de nos pays européens fonctionne autrement. Nous avons la capacité, la nécessité de la partager entre la citoyenneté nationale qui est par notre culture nationale. C'est complété par une citoyenneté européenne. Il y a des droits et des devoirs. Et donc, il y a raison dans cette citoyenneté, dans cette manière d'être. C'est la justice. Dans la justice, on sait réguler les sociétés. On y rajoute la paix, on y rajoute la liberté, on y rajoute la solidarité. Voilà les valeurs de notre culture européenne. Et cette culture européenne ne repose pas que sur les valeurs. Il y a un ensemble de choses qui va faire de la culture existe. Et les autres à entendre des réponses sur le projet européen. Quelle Europe demain? Est-ce que vous pouvez être fédéral, pas fédéral, une organisation? Et bien, aussi ces questions à partir des éléments qui fondent notre culture. L'idée est que la culture est avant tout un facteur d'intégration sociale. Une culture qui se développe est un facteur d'intégration sociale. C'est-à-dire une culture est inclusive. Et on voit bien lorsqu'on suit l'actualité que cette volonté d'inclusion va mener de la même manière dans tous les pays. Objectif. Sur le territoire européen, sur le territoire national, de s'intégrer à la société. Arriver à notre société. Il y a donc bien cette volonté d'inclusion. Alors, on va de manière différente selon les pays, on va pratiquer de manière différente.
Et là encore, c'est à la marge. En France, on aime l'intégration. C'est-à-dire l'assimilation. On a envie que tout le monde les valeurs nationales que nous avons sur le triptyque de nos pays, le triptyque de liberté, égalité, fraternité, ne sont pas tout à fait les mêmes que les valeurs que j'ai définies tout à l'heure au niveau européen. La liberté, on la partage. La fraternité, c'est l'idée de développement. Mais il y a des différences. Je peux dire en déclaration des droits de l'homme des pays de l'Union européenne, mais dans d'autres pays européens, qui ont l'égalité, on va parler d'équité. C'est-à-dire la capacité à donner à chacun en fonction de ce qu'il a réellement besoin. L'égalité, on peut se poser la question, existe-t-elle réellement? Sinon, cette volonté inclusive, c'est-à-dire de permettre à tous les citoyens de l'Union européenne de faire partie de la société et d'être acteurs de la société. La valeur sociale, elle va passer par des formes d'expérience. Si on fait ça avec les élèves, ça va passer par la danse, ça va passer par le débat, par la peinture, par la photographie, le patrimoine, l'écriture, mais n'oublions pas les médias, nos médias qui fabriquent aussi notre culture, qui vont adhérer à une culture, mais qui en même temps fabriquent aussi une conscience. Donc une culture permet, si on y adhère, de transformer les consciences, de modifier. Il y a des sociologues d'ailleurs qui vont parler. Je pense à François Place, qui dit une culture d'une programmation mentale. C'est une programmation mentale. Et ce qui doit faire pour le management. Bien sûr que pour avoir des équipes professionnelles qui fonctionnent bien, il faut les faire adhérer à une culture d'entreprise. Eh bien, la dimension est un peu différente au niveau d'un État ou d'un ensemble d'État, mais le processus est le même. Transformation de nos mentalités, programmation mentale, c'est aussi dans la pratique quotidienne, le fait d'utiliser un ordinateur, un téléphone portable. Ça a complètement changé nos vies, mais ça fait partie de notre culture d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand j'étais un peu plus jeune, parce que je voulais téléphoner à un petit ami, il fallait que j'aille, si je voulais être discret, à la cabine téléphonique. Encore fallait-il avoir des pièces, et si j'écrivais, il fallait écrire la lettre, le mettre en timbre, la poster, attendre qu'elle arrive, puis attendre la réponse. C'était pas très long. Aujourd'hui, que ce sont complètement transformés vers les choses. La culture, c'est bien ce qui fait grandir l'humain. Alors, existe-t-il une culture commune européenne et pourquoi l'Union européenne ferait aujourd'hui développer des programmes européens à la culture? Eh bien, la première des réponses est de véritables citoyens de l'Union européenne, des gens qui développent une identité européenne, qui se reconnaissent comme européens, c'est-à-dire qui développent un sentiment d'appartenance. Il faut mettre en interaction, et je crois revenir sur ce que vous avez dit cet après-midi, il faut mettre en interaction des États, des cultures de différents États, de manière à ce que les gens se rencontrent. Donc, au niveau culturel pur, ça devient une réalité à 2 milliards d'euros. Mais vous avez aussi, si j'ai bien entendu, vous avez aussi parlé d'Erasmus, par exemple. Vous avez parlé de programmes sur la sécurité, le droit, etc. Tout ça participe
culture commune. Et on peut utiliser une métaphore, utilisée d'ailleurs par mon anthropologue et de sociologue, et tout le monde le connaît. C'est une cuisine, j'imagine, et en deux, il y aura deux. Et on peut dire que ce cœur de Dieu, eh bien, ce sont une culture. C'est là que va être la plante qui va pousser. Parce que vous laissez très longtemps dans un certain nombre de cas, vous avez un germe qui sort et la plante nouvelle. Eh bien, on va prendre cette métaphore, cette analogie pour se poser la question de ce qu'est une culture. On fait partie du cœur de notre monde. Eh bien, il y a les zones couches. Et on peut remonter sur les couches extérieures de notre pelure d'oignon. Mais évidemment que dans une culture, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Pour découvrir une culture, il faut se donner du mal, il faut fouiller, il faut aller chercher les valeurs qui sont centrales. Et si on va chercher les valeurs, on ne voit pas comment réagit l'autre. C'est cette dimension interculturelle qui existe dans le projet européen. Français et allemand, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Britanniques et français, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et si on ne va pas chercher ce que sont les valeurs fondamentales, évidemment, il y a un choc. Un choc culturel. Ce choc culturel, les étudiants d'ailleurs le laissent. Et lorsqu'ils sont à l'atelier du bain familial, se trouvent confrontés à cette réalité parfois différente de l'autre. Ne correspondent pas à mes valeurs. Je ne le reconnais. Donc il est important de se poser la question de ce qui ne se voit pas au premier abord dans une culture. En revanche, si on veut avoir cette partie, j'allais dire, immergé de l'iceberg, ce qui se voit, eh bien, on va découvrir un certain nombre de choses intéressantes. La première pelure dans la première couche, eh bien, place tout ce que l'on appelle artefact. C'est-à-dire tout ce qui est construit de la main de l'homme. Et ces artefacts-là disent beaucoup des valeurs fondamentales. On va les connaître. C'est les constructions, les adaptations au climatique, par exemple. C'est la manière de se vêtir, de manger, ce que l'on mange. On disait tout à l'heure, les arts, les lettres, la littérature, tout ça, ça se voit, la musique, ça s'entend. Ça, c'est même pas, mais ça se dit, il y a un certain nombre de choses. Prenons un simple exemple. Lorsque l'on se promène dans les capitales européennes, les grandes villes européennes, partout, on va trouver un monument architecture. Une cathédrale. Et qu'est-ce que dit une cathédrale? De là, du siège cathédrale, siège d'un évêque, qui est la marque de la religion chrétienne catholique, en particulier ou protestante. Eh bien, ça nous dit que les valeurs fondamentales nous disent certes d'Athènes, que je le sais tout à l'heure, mais qu'elles viennent aussi de Jérusalem, qu'elles viennent aussi de Rome, le Rome empire romain, et Rome, siège de l'Église catholique. Vous avez des cathédrales, toutes les grandes villes. Dans toutes les villes, il y a une majorité d'églises. Mais il n'y a pas autant de lumière chez nous. Mais maintenant, si on traverse la Méditerranée, et si on regarde le paysage architectural, bien là, oui, on va trouver des minarets. Mais la valeur fondamentale de la culture
Maghreb, par exemple d'Afrique du Nord, des valeurs fondamentales du continent européen. Donc c'est normal qu'il y ait des représentations de ce que sont nos valeurs, ce qu'est notre culture. La difficulté va être d'organiser la production culturelle. Il va donc falloir se pencher sur les valeurs des uns et des autres pour organiser ce dont je parlais tout à l'heure, le vivre ensemble. Une culture, et ça va être une autre couche, repose toujours sur une histoire. Nous avons des histoires nationales, nous avons des récits nationaux, il y a une histoire européenne. Et ça n'est pas véritablement enseigné, elle n'est pas véritablement connue. Et si on veut avoir une culture de l'Europe, c'est une autre proposition, une culture de l'Europe, eh bien il va falloir passer aussi par un enseignement, une connaissance de l'histoire européenne, de ce que sont les institutions européennes, ce qu'est l'Europe, le projet européen. Donc ce qui est aussi la civilisation européenne. C'est une histoire, il y a toujours dans une culture des fondateurs. Nous avons l'histoire de France, nous avons l'histoire britannique, et l'histoire de la Russie. Non, bien, vous avez les fondateurs. Si on reste sur l'Union européenne, nous avons nos fondateurs. Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi. Et puis on peut remonter dans l'entre-deux-guerres, Donald Kalergi, Louis Stiles. Et plus récemment, dans les continuateurs, les personnalités, Simone Veil, par exemple. Voilà les héros, ce qu'on appelle le héros dans un récit. Et une culture repose aussi, et ça fait une troisième couche, repose sur des mythes, sur un mythe fondateur. Il y a toujours un mythe fondateur. Alors, vous connaissez tous le mythe fondateur de l'Union européenne, j'imagine. Ceux qui se transforment en taureau et qui enlèvent cette princesse désistante et ensemble partent vers des terres inconnues du monde d'alors, par les Grecs, le nom de la princesse, et puis ça devient un mythe fondateur. Des rites, des symboles. Les symboles, nous les avons. Dans toute culture, il y a des symboles. Que la française, le tricolore, la martienne, etc. Ce que l'on connaît. Nous, Européens, nous avons la bannière étoilée. Nous avons l'hymne à la joie comme hymne européen. Nous avons la monnaie. La monnaie comme symbole. Nous avons le passeport européen. Nous avons le fait. Donc, je parlais de l'Europe. Voilà, ça, ce sont des symboles qui sont importants. Si on prend de l'euro, vous avez sur des billets de banque encore des symboles. Vous avez la des billets de l'autre côté, sur la côté des billets, vous avez des points. De l'autre côté, vous avez des portes. Voilà, il y a une forte symbolique de passage entre les peuples qui va relier les peuples les individus, l'ouverture, la capacité à construire la maison commune. Voilà, c'est quelques éléments qui font une culture. Dans une culture, il y a aussi une langue. Et là, on ne peut pas dire que l'Union européenne est une langue unique, une langue commune. Même si on peut faire passer l'anglais comme étant notre langue habituelle. Nous n'avons pas de langue, mais nous avons un langage. Ce langage que la plupart vous connaissez bien, parce que vous êtes, j'imagine, dans le sérail européen. Donc nous utilisons des termes qui sont propres. Et moi, je vous ai écouté cet après-midi, on avait utilisé un sacré papier. Hein, et c'est vrai que, en dehors de l'Assemblée, qui était là, donc des gens qui sont versés sur le sujet, hein, ça pourrait être du chinois, hein, pour tous les autres. Et quand on est membre d'associations,
c'est monté, on utilise des termes avec une grande habitude, c'est notre langage, il évolue, il fait sens. C'est pas longtemps qu'une population entière va adhérer à ce langage. Donc il y a, vous voyez, dans cette construction d'une culture, il y a encore des éléments qui sont s'il y a une culture encore écrite, il y a des normes. Il y a des normes. Et ces normes, c'est ce qui permet de vivre ensemble. Et bien sûr, nous connaissons et nous décrivons parfois les normes citoyennes sur, je ne sais pas, l'alimentation, la construction, la société. Elles sont parfois pénibles, lourdes de la société, mais selon aussi ces permettent de vivre ensemble. Ce sont des normes qui parfois nous protègent. La crise de la Covid, d'ailleurs, a été un exemple particulier de cette capacité à mettre en place des normes et cette volonté d'aller plus loin dans le processus de construction européenne, avec cette idée de sauvegarder les citoyens de l'Union européenne. Et n'oublions pas non plus que nous avons mis en œuvre et voté en l'an 2000, lors du congrès de Nice, du sommet de Nice, une charte des droits sociaux fondamentaux des citoyens de l'Union européenne. On oublie cette charte. Elle n'est pas souvent signalée dans les propos. Pourtant, c'est un document fondateur. Et tout ce que je viens de dire, vous les retrouvez aussi dans tous les préambules de tous les traités qui ont été signés. Le traité de l'Union européenne, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, 2. Et si vous avez encore la curiosité, si vous en avez un exemplaire à la maison, regardez, relisez le préambule du traité. De ce point de vue culturel, identitaire, citoyen, ce même texte, une page, était remarquable. C'était sans doute ce texte-là qu'il fallait présenter au peuple, et pas l'ensemble du traité qui était très compliqué, juridique, diplomatique. Notre culture européenne, c'est un peu, je ne voudrais pas parler trop longtemps, je vais laisser poser des questions pour qu'on échange. C'est aussi le respect d'un certain nombre de principes qui me paraissent fondamentaux. Le respect de la personne. Regarder les autres régions du monde. Comment société, les individus, les personnes. Est-ce qu'on y met autant d'attention que ce que les Européens peuvent faire et affirmer? Le deuxième élément, c'est l'application du principe de subsidiarité, qui rejoint le premier finalement. Dans notre culture, il est acquis désormais que l'on peut régler les problèmes, les questions, au niveau le plus proche des citoyens. Ça aussi, c'est religieux. Ça aussi, ça compte de notre culture. Ça n'est pas qu'un fait politique. C'est culturel. Ça participe de notre identité. Ça participe de cette différence qui existe entre nous, Européens, et les habitants d'autres régions du monde. C'est ce qui va distinguer notre modèle social d'un autre modèle social. Prenons celui des Américains, des États-Unis d'Amérique, comme ils sont occidentaux. Mais le modèle social américain, le modèle social européen. Le modèle social italien ne ressemble plus au modèle social européen. Pourquoi? Parce que les ingrédients, les éléments de notre culture ont évolué, ont transformé. Un dernier mot, peut-être pour dire que, parce qu'il y a tellement de choses, la question était multisens, si je peux dire. Cette question posée par Claire, une culture individuelle peut évoluer très très vite. Il y a une capacité chez nous de bouger, de nous adapter, d'adhérer.
une culture nationale, une culture organisationnelle, une culture supranationale, à plus forte raison, va mettre aussi beaucoup de temps à se modifier, se réformer, se réorganiser. Ça veut dire dans notre actualité, la question de la compréhension de l'équilibre du même poids, du même de valeur. Posons la question de l'envie aujourd'hui. Comment les bons droits pèsent les valeurs communes, ce que j'ai cité tout à l'heure. Comment pèse-t-il la communauté de la personne humaine par rapport à nous, français, nous allemands, nous italiens. Ça, ce sont des questions qui sont de l'ordre d'une culture européenne. On doit conforter cette culture européenne et de rester sur des choses du passé, des mystères sont essentiels, importants. Vous ne pouvez pas se passer de la culture, des yeux, etc., etc. Notre capacité à réfléchir. Donc, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'on vit souvent dans notre pays, oublier ce qu'est le fait religieux. Le fait religieux est une réalité. L'homme existe dans sa forme, parce qu'il y a eu aussi la religion chrétienne. Je parlais de Rome 1 tout à l'heure et de Rome 2. Rome 2, c'est le christianisme. Sans christianisme, il n'y aurait pas eu ces monastères et qui ont permis par la suite il n'y a pas eu forcément les universités. En tout cas, pas dans la forme que l'on a pu connaître dans les siècles passés, ce qui a donné avec une évolution des universités que nous connaissons aujourd'hui. C'est la question de la culture européenne, de la culture en Europe, de la culture de l'Europe, ce sont des questions qui se croisent et qui sont assez indépendantes. Elles nous amènent bien sûr à nous poser la question des arts, du théâtre, de la musique, mais elles nous amènent surtout à nous poser la question de nos valeurs fondamentales et comment nous allons traiter notre société en nous posant la question. Quelle société voulons-nous pour demain? Et derrière cette question, quelle société voulons-nous pour demain? Quelle société européenne voulons-nous pour demain? Donc, c'était fait quelques éléments de réflexion que je souhaitais partager avec vous. On peut discuter, débattre, il peut y avoir des accords et des désaccords, bien évidemment, mais c'est un thème qui change un peu par rapport au thème auquel nous sommes les uns les autres souvent habitués et qui nous dégage à la fois de l'économie, de la finance, de la politique. Et pourtant, cette culture économique, elle existe en tant que culture. Cette culture politique, elle existe en tant que culture, et la politique existe aussi dans cette manière d'être, de faire, penser, d'agir et de réagir en tant que culture. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Je vais y arriver. Merci pour cet exposé. Il y a deux, trois choses où j'ai besoin de précision. Même moi, je sais que ça va bien. Il y a deux, trois choses avec le par exemple, vous avez parlé de la justice. Et puis, à ce moment-là, vous avez dit, en France, le président que je vais parler, moi, j'aime bien ce que je vais présenter. Et apparemment, les habilitations, je vais parler de petits mots de ça. Et ils ont rendu compte que le président de le chef de la diplomatie, il
Et par contre, il y a d'autres pays d'Europe où c'est pas comme ça. La première question, on va voir ça. On peut faire des avocats, des médecins, Je peux répondre tout de suite, après qu'il y en ait d'autres questions. Mais il y a un système politique qui est un peu différent des pays européens. Il nous a pas échappé que dans les autres républiques de l'Union européenne, le président de la République est souvent un personnage favoritisé, un titre est monarque. Le rôle décisionnel, exécutif, particulier. Sauf dans notre pays, dans la 5e République, où le président a des responsabilités qui sont précises, la politique étrangère, enfin, le sous-ministre des Affaires étrangères, bien sûr, et la politique de défense. Donc, il est chef désormais à ce qui lui donne un statut différent des autres présidents de la République. C'est unique en Europe. Oui, mais regardez les sociétés européens, vous ne verrez pas les autres, vous ne verrez pas le président allemand, vous ne verrez pas le président italien, voilà. De la même manière que vous ne voyez pas les monarques. Aussi dans un rôle spécifique, vous voyez les premiers ministres. Voilà. Alors en France, la logique voudrait que le président de la République soit aussi accompagné du premier ministre. Ce qui n'est pas le cas dans les faits. En tout cas, je l'ai très peu constaté. La dernière fois, c'était, je crois, à Nice, où le président de la République, qui était François Mitterrand, je crois, avec comme premier ministre Jacques Chirac. Et le sommet de Nice avait été l'objet d'un débat très sérieux au niveau culturel et identitaire. C'était cette fameuse phrase, on voulait ou pas, d'insérer dans la charte des droits fondamentaux l'Europe repose sur les héritages religieux, comme un chrétien. Alors, aux amis de la France, ils disent non, pas question, parce que au nom de la laïcité, on ne peut pas mettre cette question-là, mais vous savez, les Polonais qui voulaient inscrire le mot Dieu dans le texte. Donc, entre l'inscription du mot Dieu et au nom de la laïcité, surtout pas de référence, bien, on était, ils avaient transigé sur les héritages spirituels Alors, par exemple, en Italie, qui est le chef des armées? Et le ministre des armées. Et le ministre, et le Parlement, et avec la doctrine du Parlement qui discute de la politique en fonction du résultat et des élections. On a ce système parlementaire dans tous les pays de l'Union européenne. Merci. Par à cette question, c'est la solution. C'est les exemples, la plupart oui. C'est ça. Et notre terre, c'est notre société d'appartenance, c'est notre territoire d'appartenance. Voilà. C'est oui, tout à fait culture et agriculture, c'est la même origine. Avec en philosophie une petite nuance quand même. Hein. En philosophie, culture se distingue de la nature. Hein. C'est-à-dire que culture, c'est tout ce qui est construit par l'homme, par l'humain. La nature, c'est tout ce qui est de l'inné. Hein. Une fois ceci posé, et effectivement, une culture a une dimension humaine, une dimension anthropologique importante. Et ce que je voulais aussi souligner en donnant les mots que j'ai pu tenir, c'est que l'Union européenne a également une dimension anthropologique et sociologique. C'est
union de nations. Ce n'est pas une union économique, ce n'est pas une union commerciale. Si on reste économique et commercial, on ne sera jamais peut-être. Si on veut véritablement le territoire de l'Union européenne, et je fais une distinction ici, et donc l'Union européenne, et bien si on veut cette Union européenne pour lui donner à la fois du sens, du contenu et de la puissance, et bien il faut passer par cette reconnaissance anthropologique, sociologique, sociologique également de cette construction. Ce sont des éléments qui sont importants. Je pense qu'on est aujourd'hui, je prêche comme un chapelle, vous me direz, on ne peut pas se passer des sciences humaines. Aujourd'hui, dans un projet politique aussi ambitieux que celui de l'Europe, on se pose quand même sérieusement la question de ce que doit être l'Europe. Est-ce que c'est un marché ou est-ce que ça doit être une puissance? Lorsque on regarde les compétitions internationales, on a comme concurrents les États-Unis d'Amérique, on a la Chine, on a le continent africain par d'autres domaines. Si on veut s'affirmer en tant que tel, il faut aussi que l'on puisse se baser sur quelque chose de solide qui va permettre une identité commune et qui va respecter le citoyen socialement. On va se présenter aux élections, c'est une identité commune, c'est-à-dire être inscrit dans une dimension culturelle forte, puissante et reconnue. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui parler de cette dimension culturelle européenne. Et je crois avoir dit que nous avions des ingrédients tout à l'heure. Si je reprends les éléments, nous avons des institutions communes, donc un système politique commun, un système démocratique de l'Union européenne même, est un système qui fonctionne avec plutôt du succès. Si on regarde à cette près le système institutionnel de l'Union européenne, je relativement cher, pour donner du terme, mais c'est un petit peu dans les institutions que nous avons, nous partageons une culture, nous avons un système parlementaire, nous avons un gouvernement, une réponse, d'une culture. Je dis, nous n'avons pas de langue, mais nous avons. Et on fait le choix de quelques langues officielles. Et la langue espagnole, les plus utilisées. Il y a des c'est l'anglais, et c'est en fait de devenir la seule chose qui manque finalement dans les ingrédients que j'ai pu lister tout à l'heure, c'est cette question de langue. Voilà. Nous n'avons pas la langue commune. Et j'allais dire tant mieux. Parce que nos cultures sont diverses et notre devise, je dis la devise, une idée de la diversité. Je pense que c'est ça qui fait la particularité de l'Union européenne en tant qu'organisation, internationale. L'organisation n'est pas tout à fait juste. C'était pas une confédération, ça n'est pas une confédération, mais ça n'est pas une fédération complètement, et une confédération vers la fédération. C'était une organisation internationale. C'est une alliance. Voilà, il va falloir là aussi, du point de vue culturel, et aussi politique, il va falloir donner du sens à ce que l'on veut faire, à la structure même de l'Union européenne. Je termine.
merci pour votre j'ai une question par rapport à la culture européenne et son dans les écoles, dans les lycées, je voulais savoir qu'est-ce qui est véhiculé comme message par rapport à cette culture européenne et comment faire pour développer cette culture sur notre jeunesse, aux enfants, aux petits-enfants. J'ai entendu Julien Garnier récemment parler de Mexique. Il était marié, il a vécu cette violence. Et moi, je m'avais vu le fait que assez les Anglais, elle a des différents, et je pense qu'on partage les mêmes opinions. Et je me suis dit, je suis assez d'accord avec Julien Garnier, il a pu négocier ce Brexit, mais aujourd'hui, on peut se poser la question et pas juste de savoir pourquoi est-ce que non, et pourquoi il n'y a pas des poules la Hongrie ou la Pologne, et pourquoi pas la France. Donc, voilà. Donc, comment enseigner la culture européenne aux jeunes. Et je pense que vous l'avez peut-être abordé dans le débat de l'après-midi. Je n'étais pas là. Non, je ne pense pas hein, que c'était un thème prévu cet après-midi. C'est technique. Hein. Merci pour votre question. Vous êtes là. De questions. Rien qu'un débat avec une question. Vous me présentez comme je pense que la culture européenne est présente. Mais jamais comment est-ce que l'Europe est présente. On va dans la rue à Avignon, il y a plein de jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent de la culture? Est-ce qu'ils sont là pour s'amuser, passer le temps, ou est-ce qu'ils ont envie de faire avancer cette culture européenne? C'est un peu comme ça que je vois le. Bien sûr. En fait, on a une culture lorsqu'on est socialiste. C'est-à-dire, lorsque genre, de l'école, de la famille, on prépare des éléments qui vont être des éléments normatifs, qui vont accompagner dans son apprentissage de la vie, de l'enfance à l'âge adulte. Donc, c'est de formation tout à l'heure, c'est aussi cette transition qui est importante. On transmet aujourd'hui une culture européenne, des éléments de la culture européenne, d'une manière générale, je veux dire, une capacité dans notre culture. C'est souvent associé à la volonté d'enseignement. Qui est fibre européenne et qui ont envie de faire partager ce goût pour l'Europe. C'est plus les enseignants. Moi, je ne veux pas me lancer là-dedans, parce que il y a cette barrière, déjà, qui pose problème. Quand on tombe sur un enseignant, qui fait goûter l'Europe, j'utilise volontairement ces mots, qui fait goûter l'Europe, j'en connais, les carrières scolaires, universitaires, très ouvertes sur le monde. Si il n'y a pas ce goût partagé, parce que les écoles d'une culture est une transmission. Il y a comme un manque, aussi une sorte peut-être de renfermement, de porte à soi, de souhait de ne pas se lancer dans l'aventure, de découvrir autre chose. L'aventure européenne, c'est être capable d'avoir des jeunes, c'est être capable de voir des jeunes se combiner, pardonnez-moi le nom,
de cultiver d'autres jeunes, d'autres cultures, de faire les entendre, les comprendre, les trucs capables de lire, leur manière d'être, de faire, de penser, d'agir. Ces mots-là, sur la même qui sont arrivés très longtemps. Parce que ça les dans sa place aussi, un peuple européen. Ce peuple européen, il commence à exister en un monde impressionnant, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, que par les échanges, par la paix, par les études, par le commerce, etc. Et le temps essayé par la guerre, eh bien, c'est en train de se réaliser. Un risque appuyé là-dessus, chaque peuple nous facture. Ceux qui ont la chance de devenir des morts, développer des thèmes tels que celui-là, le propre de la propre qui a parlé de propre aussi de développement durable, de développement citoyen, de défense du monde, il y a une quantité de choses. Dans une culture, tous ces éléments là sont imbriqués, qui vont aller à l'école parce que c'est obligatoire, et puis ils vont sortir avec des éléments de technique. Et j'ai un peu peur de cette façon, j'ai un peu peur de cette facture qui va faire que une partie de la population qui va pouvoir avancer. La question, elle est dedans aussi. Toute la stratégie de l'Union européenne, rappelez-vous la stratégie 2020 que vous avez abordée cet après-midi aussi. Lorsque j'étais, il y avait cette idée d'inviter un ordre permet aux gens de rentrer dans la société par le numérique, par le travail, par la connaissance de l'environnement, etc. Ça fait partie de ces éléments. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire, il y a un travail de formation, et notamment des enseignants primaires, des enseignants du secondaire, des géo qui abordent ces questions. Je pense en philosophie, on doit aujourd'hui aussi pouvoir être capable de parler de l'Europe et de l'Union européenne. C'est la philosophie que ce soit d'une certaine manière. Voilà, je crois qu'il faut accompagner nos jeunes primaires au lycée, et ensuite dans le supérieur, qui vont dans le supérieur, il y a des étudiants qui ne connaissent rien, beaucoup d'étudiants. Et puis, parce que ça c'est essentiel, ceux qui suivent des formations professionnelles, où il n'y a pas simplement de cursus. Donc, s'il y a là encore quelqu'un qui a envie de lancer un projet européen, une association comme une fois européenne, entrer dans une école et quelque chose, et passer à côté, et d'avoir des gens qui ne connaissent pas l'Europe, qui vont critiquer l'Europe, et qui vont dans la société. Parce que derrière, il y a aussi toutes les questions de citoyenneté tout court. Et on a vu avec nos élections départementales et régionales, des élections avant, toute une constitution qui laisse un pied pour le monde. Mais tout ça, c'est quand même l'ensemble de choses. L'Europe, aujourd'hui, c'est la France. L'histoire de la France, c'est l'histoire de l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne, c'est celle de l'Espagne, de l'Italie, etc. Et que nous sommes en interdépendance. En interdépendance avec d'autres régions, certes, mais ici, nous sommes en interdépendance évidente. Et donc, c'est tout un travail qui est à faire. Parce que c'est partie de la conférence, je pense que c'est un des thèmes de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est une des propositions que les associations à vocation européenne peuvent faire aussi à nous vers le pays. Il n'y a pas que la France. On va être dans cette situation. Oui, partage avec nous les valeurs fondamentales que j'ai citées tout à l'heure. Il y a un accord fondamental, lui, c'est sur la culture économique, qui serait complètement libérale, alors que la politique économique de l'Union européenne est interventionniste.
Alors, il ne faut pas dire que la politique de l'Union européenne est ultra-libérale, parce que l'Union européenne intervient dans l'économie. Ce que les Anglais ne souhaitent pas. Ils ne souhaitent pas une économie fortement libérale, c'est-à-dire aucune intervention de l'État. Donc ici, en ce qui concerne l'Union européenne, c'est l'État. Donc ça, c'est la différence fondamentale, et puis peut-être des questions identitaires, insulaires, qui sont de réalité à cette question primordiale. Et chaque fois, si change de gouvernement, peut-être, c'est de vision, et ce qu'on peut dire pour les Britanniques à ce sujet, on peut dire peut-être aussi les Polonais, peut-être les Roumains. Et pourquoi pas chez nous, la journée aussi, voilà, les choses ainsi. Vas-y, j'ai une question. Monsieur derrière. Monsieur. Nous sommes européens, et nous revendiquons et nous pouvons revendiquer une identité européenne, une identité fondée sur les éléments culturels que j'ai vu développer tout à l'heure. Et aujourd'hui, je parle que la France, dans le pays, ça passe par une volonté publique. Parler de l'Europe et de la Commission européenne, j'ai le sentiment que le gouvernement ici, aujourd'hui peut-être, et dans les signes ont été de parler d'Europe. Dans les signes de politique, marché souvent avec une discipline. Tout à l'heure de programmation, le problème de culture, c'est d'abord ça, et ça se transmet. Et ça se transmet. Ça veut dire que si beaucoup de nos concitoyens, les plus âgés, il y a cette idée que s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est à cause de l'Europe. Et ça continue à la génération suivante. Et de manière inconsciente, c'est en ce sens que je parlais aussi d'ailleurs de psychologie, parce que il y a dans certaines de ces ordres-là, il y a donc un travail d'urgence à faire, mais le temps passe ça immédiatement. Ça veut dire que les médias doivent avoir c'est la volonté de l'association des journalistes et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler avec ils ont mis ces journalistes de changer un peu les lignes éditoriales des médias. Je suis
les réseaux sociaux, pour parler devant et véhiculer cette idée. Pourtant, il y a du travail ici à faire, sans la général, et en faisant dire aux hommes politiques, du niveau local jusqu'au niveau européen, que la dimension territoriale, c'est vraiment que c'est un cadre européen. Il y a un certain nombre de compétences sur les mots, et que ça ne va pas au niveau national, au niveau européen. Il y a une application de ce numérique, que la région n'est pas à pouvoir au niveau local, c'est bien la région. C'est bien la région qui dispose des fonds européens. Ce sont ces fonds qui vont concrétiser le projet européen local. Ça peut aussi le dire. Le candidat, je vais un petit peu les programmes des listes régionales. J'ai mis à droite et à gauche. C'est au territoire, pas le positionnement politique. Assez peu, la question européenne. Je crois que les régionales, c'est quand même un élément quand même primordial. C'est quand même pour que la fonction publique de l'État accepte de transférer, parce que quelque part, on est très très puissant, transférer au niveau régional ces fonds structurels européens. Donc, c'est une décision plus localisée. C'est un travail qui est à faire, mais j'ai un peu le sentiment que il faut démarrer. Et quand même, dans cette ligne, on commence à s'interroger sur cette question. La question qui se présente, c'est lorsqu'on appelle de moi, on connaît les sept institutions européennes. Parce que c'est ça aussi. Il y a un parlement, il y a une commission, c'est parfait, il faut le dire. Mais moi, je pense qu'il y a culture, sensibilisation, attitude comportementale, environnement, avec ce qui fait notre identité. Vous parlez bien dans le micro. J'ai pas dit la même culture, j'ai dit une culture commune. C'est pas, on n'a pas de monnaie commune, hein, on a une monnaie unique. Mais on a une culture commune. Pour moi, il c'est ça comment alors ça vient certainement des autres questions sur voilà, on a tous des représentations de quelque chose, une représentation sociologique, c'est quelque chose de quelqu'un. C'est un pays, la Roumanie est très proche de la France. On a partagé des partages même langue, on a des mêmes habitudes. On a sans doute une histoire qui s'est croisée. Et il y a des éléments qui vont faire que peut-être avoir une image déformée de ce pays au travers quelques personnes qui traînent un peu dans le monde. Voilà. C'est une histoire qui nous amène à l'inclusion dans la société. En même temps, chaque pays a sa culture d'origine, comme les pays baltes. Si vous regardez les pays baltes, une culture russe. Certains de ces pays ont une réputation russe, tout ça. Ils répondent à un certain nombre de valeurs qui sont partagées, qui ont peut-être encore besoin. Je ne dis pas que l'Union européenne est un territoire à culture unique, mais nous avons des cultures qui se renouent et qui se présentent
des valeurs fondamentales qui sont partagées et qui ont été ratifiées par traité. Hein. Ce qui est important, c'est la ratification. Hein. Les gens, en se disant, on dit oui, notre pays adhère aux mêmes valeurs. Parfois, et c'est peut-être un enjeu, faut-il se reposer la question de, je l'ai dit tout à l'heure, du poids de cette valeur de sens que l'on met les uns et les autres dans ces valeurs. J'ai dit dans un webinaire précédent qu'à un moment donné, il va nous falloir écrire un nouveau texte. C'est-à-dire pas seulement un traité, mais un texte, on musculer la Constitution, ça ne va pas passer du tout, mais un texte qui aurait cette force pour rappeler ce que sont les fondamentaux de la Constitution européenne et un texte qui dise ce qu'est cette identité formulée communique. On s'en obligé de passer. Je pense que c'est une étape aussi essentielle pour répondre à la question de M. précédemment. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui nous permette de nous reconnaître tous. Et aujourd'hui, c'est pas si évident dans la rue, le client, je suis européen, on a sauté pour dire ça va pas, ou qui va se mettre en colère. Voilà. Et pourquoi? Parce que on n'a pas ces éléments qui nous permettent ensemble de dire quelque chose de commun. Les constitutionnels, il y a un bon sens. Et évidemment, la formule que j'ai citée tout à l'heure, je dis, et reprendre ce texte-là, que je n'arrive pas à lire. Il est costaud. C'est le préambule à quoi? Le préambule au traité constitutionnel. Et vous retrouverez des choses équivalentes dans le préambule du traité de Lisbonne, par exemple. Et puis, ça va être une page. Une page. Une seule page. En fait, c'est passionnant. Ah, voilà, ça, voilà, une génération les classes que la nouvelle génération est plus européenne, elle se sent plus européenne, avec une limite, ce que je suis en train de dire, ce que vous avez souligné tout à l'heure. Il y a ceux qui ont une perspective d'avenir, avec une capacité à avoir le monde, etc., qui ont des études, et puis ceux qui ont limité leur évolution professionnelle dans leur perspective, et qui sont montre que les choses tendent à évoluer. On a vu au moment des élections européennes dernières où les jeunes sont venus assez pour s'exprimer sur le vote des députés européens. Auparavant, on était dans une déclaration avec une abstention. Voilà, je vais Merci. Mais voilà, c'est riche et le président de général et les associations et plus problème
Merci, le président de la raison. Je me souviens quand j'étais en sixième, partie de l'Allemagne. Et je n'ai plus jamais vu les Allemands à partir de ce voyage. Avant, j'entendais parler des Allemands comme étant ceux qui avaient envahi le pays, assassiné, enfin là, c'était défaussé. Les Allemands de dommage, avec la fibre européenne. C'est l'importance des jugements qui, à mon avis, doivent se renouveler. C'est-à-dire, il y a plusieurs règles des jugements. C'est difficile de recruter, mais peut-être faut-il changer aussi des actions. Parce que je pense que les comités de jugements ont une note extraordinaire. Et peut-être qu'il y a de la relation empoignante aussi. Il est important de cette relation empoignante, mais il ne faut pas qu'elle soit similaire. Cette relation empoignante, il faut aussi que les autres pays puissent trouver à s'exprimer et à prendre part au débat européen. Il y a à découvrir les pays baltes, et je vous invite à faire un tour ici, université, vous allez voir que c'est exceptionnel. Mais je ne connais pas. Je sais qu'il y a des grandes différences de notre vie, de style, c'est normal. Et les choses ne peuvent pas non plus changer du temps. Ça permet de dire aussi de ce développement que l'Union européenne est une construction originale par le monde. Il n'y a pas d'autre. Nous sommes en train de construire. Nous ne pouvons pas croire. Nous sommes une lumière locale, que l'Union européenne est achevée. Je pense que si nous avons 60 millions d'années, en tant qu'Européens, c'est super bien.
s'est passé. Et je pense vraiment de temps pour que l'on puisse performer. Ça finit bien. Les choses sont en train de se faire, mais dans la clinique efficace, moi, quelques années, les choses sont en train de s'affiner. La situation internationale, les choses bougent. Également, l'élection du président américain, sur les positionner des réponses. On est arrivé ensemble, les réponses, on est en train de se poser des questions. Et je pense qu'on est passé d'une Europe économique, financière, monétaire, d'une Europe qui est plus néo-classique. Alors, en fait, il y a deux orientations qui sont en train de se prendre. On réfléchit les uns à l'autre. C'est l'orientation tournée vers l'Union européenne, on est vers l'Union européenne, avec un programme sur la culture, on est dedans. Avec un programme sur la COD, sur les droits des citoyens, on est dedans. Sur les questions de justice et de sécurité, on est dedans. Sur les questions de marché, bien évidemment, on est dedans. Et il y a aussi notre direction, c'est l'extérieur. Et la confrontation avec d'autres régions, c'est-à-dire la politique étrangère, c'est aussi la politique de défense. Ça fait partie des projets à venir, mais dans du compte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous ayons une politique étrangère commune réelle. C'est beaucoup affaires étrangères. Et c'est insuffisant de l'avoir. Il faut qu'il y ait une transition, un contenu tel qu'il va pouvoir s'imposer. On a vu que c'était pas facile. Comment s'appelle-t-il, monsieur? Monsieur Borrell. Monsieur Borrell. Oui. Et on a vu que c'était pas facile, hein. Son déplacement en Russie était facile. Évidemment facile. Quand madame ça veut dire que la politique étrangère n'est pas en France, n'est pas en France. Et ce travail doit passer aussi par l'acceptation de certains chefs d'État et de gouvernement de grands pays doivent lâcher un peu de ces prérogatives à la dimension internationale s'ils veulent réellement que l'Union européenne devienne une puissance et une voix vis-à-vis du reste du monde. Donc, c'est la question des frontières, c'est la question des droits de l'homme, c'est la question des normes qui reviennent encore. Donc, on a nos normes intérieures, mais on a aussi des normes extérieures. Mais le projet des lois, on a besoin d'une immigration. Et sur à participer, de dire certaines choses. Mais il faut pousser sur ce que l'on souhaite faire de cette dimension que j'ai qualifiée territoriale d'appartenance. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quel rôle on veut unifier? Quel rôle ont les États-nations? Quel rôle vont avoir les régions, les localités, les villes? N'oublions pas que des unions en Europe, il y en a eu. Différentes choses, mais quelque chose d'aussi structuré et organisé que le projet européen au point où il est arrivé, on a eu. Et on ne le copie pas les États-Unis d'Amérique. C'est cet ensemble de questions qui nous amène à la question de la culture. Et que ça touche véritablement à toutes ces dimensions qui sont en interaction permanente et en interdépendance. État, région, nation, politique, culture, environnement,
Énergie. Alimentation. Agriculture. Et on est véritablement dans une dimension qui a les capacités d'un État, mais qui ne sera pas parce que on a décidé au début de la construction européenne, et le chemin est très clair dans ce défi. L'Union européenne, enfin, la communauté européenne n'a pas vocation à devenir un État. Donc voilà, c'est donc une construction très très originale, mais pas facile. Il faut définir ces contours. Il faut définir ces contours. Et c'est par notre réflexe commune qu'on va y arriver. Et à la politique ensuite de porter ce message. C'est très bien. J'ai le temps. En train, on est 4 heures. Donc, il faut bien faire différents européens, avec des approches de pays différentes. Le construction avec les Britanniques ou les Suédois, et après, nous avons en France, maintenant, une sorte de retrait multiculturalisme, on va tout les populations sont abonnées à des idées morales et réellement, moi, ça m'a rappelé que les jeunes, qu'on arrivait à s'arriver ce qui est plus européen, les musulmans africains. Il y a l'impression de tellement ici, on va rencontrer la possibilité de voir moins en relation avec les pays. Finalement, les enfants dans les années les différents européens une approche commune de l'export de l'eau. Vous avez raison. Je voudrais ajouter la crainte que nous avons. Ça nous fait peur parce qu'on n'existe pas. En fait, chose, et puis on a ce principe d'égalité qui est prégnant. Et donc, au nom de l'égalité, eh bien, on ne peut pas accepter le communautarisme. Comme on ne peut pas accepter non plus l'influence de religion dans le processus ni démocratique ni décisionnel. Alors ça nous met un peu en tâche, mais c'est aussi notre souhait français. Hein. N'oublions pas qu'on a choisi ça. Positionnement à respecter. C'est dérangeant avec le Royaume-Uni, par exemple. Ces questions ne semblent pas aider ni fonctionner ni gouvernement, ni les populations. Alors là, c'est un chemin qui est à prendre. Effectivement, il y a d'autres questions. Bien sûr, la dimension intellectuelle, elle est importante. Et aussi, une dimension intellectuelle, il faut connaître la culture. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut connaître les fondamentaux, la manière d'être, de faire, de penser, d'agir. À cette condition, on peut avoir de l'intellectuel, et je vous mesure après, la dimension intellectuelle ne se justifie pas en acceptant ce qu'est l'opinion, c'est la capacité à dialoguer entre différentes cultures de manière à échanger, chacun restant dans sa culture. Pour bien comprendre l'autre. C'est un vrai travail, et je pense que nous avons les uns et les autres pas
pas mal à faire pour y aller le moins venir. C'est une grande mission. Mais derrière ça, il y a des choses qui sont à réfléchir. Je pense aussi à nos comportements ici dans nos régions du monde et évidemment les régions sont originaires des personnes qui veulent arriver en Europe. Et pourquoi je veux venir en Europe. Alors, vous imaginez très bien. Je viens vous en dire, on a besoin de se développer, de grandir, de manger, de dormir, d'être en sécurité, et tout ça. Mais il y a aussi notre part de responsabilité dans la situation de certains pays. Voilà. Et il faut aussi s'attendre. Franchement, honnêtement, des entreprises qui sont puissantes dans notre pays et qui représentent des dégâts considérables sur des populations, des activités traditionnelles dans d'autres pays. Il faut qu'on ait aussi ce point-là à un moment donné. Et c'est aussi la caractéristique, le parfum que l'on a donné à la construction en se posant ces questions. Nous faisons des choses mal, mais manifestement, il y a des choses qui vont faire que des gens, des hommes, des femmes, des enfants ont envie de quitter la race pour se projeter dans quelque chose d'autre, d'inconnu, où ils espèrent avoir une vie meilleure. Il faut se poser la question pourquoi. Parce que effectivement, on ne pourra pas récupérer tous les humains. Et au cas, je crois qu'il disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, non, mais la misère, on peut peut-être l'alimenter. Et l'alimenter, là où les gens sont nés, où c'est la terre. Et plutôt que de les voir végéter, malheureux, je suis dans le pays, puis c'est en mer. Donc, il y a aussi une politique migratoire. On travaille au niveau européen. Et que ce ne soit pas un pays qui dise quelque chose, et puis que les autres politiques qui n'acceptent pas ça. La dignité de la personne est une valeur fondamentale dans la construction européenne. La dignité de la personne. Eh bien, il faut travailler la réflexion aussi sur voilà, je suis motivé là-dessus, hein, vous allez et j'ai envie de me motiver aussi dans cette direction, parce que tout le monde va laisser faire. Et il faut laisser faire, c'est d'autres qui prennent les décisions. Alors que nous avons la capacité à dire ce que nous voulons. Merci. Merci beaucoup. Je voulais vous pas mettre en place cette conférence. Je voulais vous remercier tous pour la participation. Et je vous invite à poursuivre ces échanges de façon plus informelle que notre appellation. Donc, voilà. Merci à tous. Merci. C'est avec plaisir. Si ça...